À tous, d'après Médecins sans frontières, près de 2450 femmes sont décédées au Mali en 2020 à cause du cancer du sein. Le cancer du sein est donc le cancer le plus répandu et le plus meurtrier chez les femmes au Mali. C'est donc quoi le cancer? Comment l'attrape-t-on? Peut-on en guérir? Et surtout, comment peut-on l'éviter? Toutes ces questions trouveront certainement des réponses dans cette édition de Santé Plus une Dark TV. Et aujourd'hui, nous sommes avec Dr Fatoumata Sidibé, médecin oncologue au CHU du Point G. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez brièvement nous dire en langue locale, Mbambanakan, c'est quoi un médecin oncologue? En Bambara, bon kelebara. Walma Kouroudjougou, Froy Kelebara. C'est ça l'oncologue médical. D'accord, merci beaucoup pour cette clarification en langue locale. Alors, docteur, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous êtes oncologue, on l'a dit, mais c'est quoi le cancer? Parce que tous les jours, on entend parler de cancer, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, le cancer, c'est une autre chose qu'une cellule dans notre organisme qui se met à se multiplier de façon très rapide et de façon anarchique, qui ne répond plus à l'équilibre naturel de l'organisme. Vous savez, quand on dit cellule, pour ceux qui n'ont pas fait de biologie, ça c'est le petit truc, le petit élément qu'on en a des milliers qui constituent des organes et qui fait qu'on est un être vivant. Voilà, un être vivant de façon générale. Donc ces cellules répondent à des règles dans l'organisme. Elles naissent, elles se multiplient de façon très homogène, puis elles meurent sans qu'on se rende compte. Mais dans le cancer, cet équilibre est brisé, donc la multiplication va être plus rapide et plus exagérée que la normale, et elles ne vont pas mourir facilement. Donc si cette anomalie commence dans un organe donné, on parle de cancer de cet organe. Par exemple, pour le sein, on dit cancer du sein parce que la cellule a commencé là-bas à se multiplier de façon anarchique. Alors, docteur, il faut combien de temps à peu près pour que cette cellule qui se multiplie de façon anarchique, comme vous l'avez dit, il faut combien de temps pour que ça passe d'une multiplication anarchique à un cancer? Ça, c'est une très bonne question parce que c'est là où tout se joue. Pour le dépistage, c'est sur ce temps-là que c'est basé les moyens de dépistage ou de diagnostic précoce. Ça peut prendre 10 à 15 ans entre la première anomalie des cellules, les débuts de multiplication et la vraie apparition de cancer que nous, médecins, qu'on peut voir en palpant ou avec les yeux ou même avec nos examens comme les scanners et autres. Donc ça peut prendre 10 à 15 ans en moyenne. Alors, entre ces 10 à 15 ans-là, si la cellule se multiplie de façon anarchique, est-ce que vous, médecin oncologue, si quelqu'un consulte de façon fortuite comme ça, à l'hôpital, est-ce que si on n'a pas encore atteint les 10-15 ans, je prends un exemple simple, une simple image, je suis malade, je vais à l'hôpital pour un paludisme, et puis comme ça on me fait des examens, est-ce qu'il est possible qu'avant d'avoir atteint ces 10 ans de multiplication, que vous, médecin oncologue, puissiez déceler un cancer? Ça, pour le moment, il y a des études en cours. On appelle ça la recherche des cellules circulantes, cellules cancéreuses circulantes. Donc, ce n'est pas encore totalement validé. Mais il y a au tout début du cancer ou avant le cancer, c'est-à-dire les cellules sont quand même devenues plus agressives maintenant. Il y a des analyses qui permettent de le détecter, telles que la mammographie et l'échographie ou l'IRM mammaire. Ces analyses permettent de voir des anomalies au tout début. Ça peut être souvent le cancer, ça peut être avant le cancer. Si on traite ces anomalies, on peut éviter le cancer. Ou même si c'est le début du cancer, on augmente ses chances de guérison. D'accord, on va parler de comment éviter la guérison. Alors, comment est-ce qu'une femme attrape le cancer du sein? Alors ça, il y a beaucoup de manières de l'attraper. On ne connaît pas actuellement toutes les causes, mais on sait que le mode de vie joue beaucoup sur le développement des cancers. Et il y a également, pour le cancer du sein, il y a les mutations génétiques, c'est-à-dire héréditaires.
Dans certaines familles, on est constitué d'ADN et des gènes aussi. Donc, il y a des mutations la plus connue. Ces ADN, ces gènes qui se transmettent de génération en génération, d'une mère à son enfant ou même d'un père à son enfant. Et une fois qu'on a ça, on est prédisposé à faire très tôt le cancer. La mutation la plus connue, c'est la mutation BRCA1 et BRCA2. Donc, quand on a ça, on peut faire très tôt le cancer. Docteur, n'oublions pas que nous parlons à des profanes. Moi-même, je suis pas du domaine médical. Alors, quand vous parlez de mutation, est-ce qu'on peut avoir une légère explication? Alors, une mutation, ça va tout. Comme on a parlé d'ADN, on a beaucoup dans les fameuses cellules dont j'ai parlé, on a des noyaux, on a des chromosomes, et dans ces chromosomes, on a des ADN, aussi des milliers d'ADN qui font aussi leur vie, qui font que nous, voilà, cette multiplication et cette mort se passent normalement. Donc, une fois qu'il y a une anomalie dans cet ADN-là, on parle de mutation. Donc, comme c'est dans la cellule, souvent les parents transmettent ça aux enfants. Donc, déjà, cette mutation, ça veut dire qu'à la base, la cellule est déjà anormale depuis la naissance. Donc, dès qu'on est exposé à des choses, à d'autres facteurs de risque, ça accroît le risque. Ça accroît le risque et de façon très rapide aussi. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent amener au cancer du sein? Bien évidemment, il y a des facteurs environnementaux. Les plus connus, c'est pour le cancer du sein, on a le tabac. On a également le régime alimentaire. Donc c'est très important d'avoir un régime équilibré, riche en fruits et légumes et pauvre en matières grasses surtout, en sucre, en sel. Tout ça c'est important. Et il y a également les facteurs hormonaux. C'est-à-dire, ça c'est pas lié forcément à la jeune femme, c'est par exemple des femmes qui ont eu très tôt leurs règles ou qui vont avoir très tôt leur ménopause. Donc dans notre corps, on a des hormones qui vont agir sur le sein. Donc s'ils ont cette tranche très tôt, ça veut dire que les seins seront beaucoup exposés à ces hormones-là. Donc ça aussi, c'est un facteur de risque. Il y a aussi la sédentarité, il faut le dire. Quand on ne fait pas de sport, quand on ne dépense pas, le sport permet d'éliminer les toxines de notre corps, de régulariser la fonction des cellules et notre organisme de façon générale. Donc, être sédentaire, c'est pas bon. Il y a l'obésité ou la prise de poids, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours été obèse ou quelqu'un qui avait un poids normal mais qui commence à prendre du poids. Ça, ce sont des facteurs aussi environnementaux. Il y a la masse du sein. Quand on a une poitrine très généreuse, c'est un facteur de risque. Alors tout ce que je dis, ça ne veut pas dire que forcément tous ces gens-là vont faire un cancer. C'est des facteurs de risque qui exposent. Exactement. Donc plus on en a, plus on est exposé. Et parmi ces facteurs, il y a un facteur très important qui est protecteur. Par contre, ça c'est l'allaitement. Quand on allaite à plus de 6 mois, voire 18 mois, son enfant, ça protège du cancer du sein. Bon, docteur, on va parler de comment éviter le cancer, mais pour le moment, parce que, bon, excusez-moi de le dire, lorsqu'on a un palu, c'est plus facile de savoir à la maison qu'on fait un palu, qu'on fait une toux, qu'on fait une diarrhée par exemple. Est-ce que le cancer a ces signes-là? C'est-à-dire est-ce qu'on peut détecter comme ça à la maison que quelqu'un fait un cancer? Alors, on peut détecter à la maison des signes qui font suspecter le cancer. Lesquels? À la maison, on ne peut pas confirmer le cancer, ça c'est sûr. Et comme je parlais en maman, j'ai dit bon ou kourou. Kourou, ça veut dire boule. Donc, le premier signe, enfin, le signe le plus fréquent dans le cancer du sein, qui est quand même plausible, ça c'est la boule, que nous on appelle masse en jargon médical. Ça apparaît au niveau des seins. Il peut y avoir des saignements ou un écoulement de lait alors qu'on n'a pas d'enfant qui allait. On peut avoir un écoulement du pus. On peut avoir des boules aussi au niveau de la région axillaire ou ici au niveau de la région susclaviculaire, donc juste au niveau du cou ici. On peut avoir le mamelon qui va devenir très dur ou qui va se rétracter, ça rentre à l'intérieur, ou la peau du sein qui devient toute cartonnée.
qui va dessiner des trucs, des points, comme la peau d'orange. On parle même d'aspect de peau d'orange, c'est-à-dire c'est bien pour eux. Et ça peut être rouge. Il y a un sein qui peut être plus volumineux que l'autre. Il y a aussi la douleur. Et en fonction du stade de la maladie, si on ne vient pas assez précocement, si la maladie est partie ailleurs, on peut avoir même des douleurs à ces niveaux-là, la fatigue, le problème respiratoire, on peut avoir la dénutrition, on peut maigrir comme ça sans qu'on sache la cause. Donc, tous ces signes peuvent faire suspecter un cancer, mais c'est seulement à l'hôpital, après avoir réalisé des bilans, qu'on peut confirmer que c'est un cancer. Donc, ils ne sont pas spécifiques en d'autres termes du cancer. Alors, une question toute bête comme ça, est-ce qu'on peut guérir du cancer? Ça dépend. On en guérit. Dans les pays développés, 80% des patients diagnostiqués atteints au stade de début guérissent du cancer, totalement. On parle du cancer du sein. On parle du cancer du sein, oui. 88 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein lorsqu'on est diagnostiqué tôt. Et vous avez parlé de l'Europe et au Mali. Au Mali, c'est très difficile parce qu'on a quasiment pas de stade précoce. On a que si on prend nos statistiques en nous, on a à peine 20% des femmes qui arrivent à des stades où la guérison est assurée. D'après vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait très peu de dépistage précoce? Il y a d'abord un problème financier parce que dans les pays développés, pour amener la population à dépister, il faut qu'il y ait une prise en charge globale. Il faut une sensibilisation, des campagnes de façon régulière. Il faut que ces patientes qui n'ont rien, parce que c'est normal, quand on n'a rien de façon générale, on ne va pas à l'hôpital, surtout dans le mental des Maliens. Donc, pour les amener à faire ces examens, il faut qu'il y ait un financement de l'État. Que quand on les appelle, que ces examens soient gratuits pour eux et qu'elles soient convaincues que ça a un intérêt pour eux. Donc, d'où les campagnes de sensibilisation. Ça manque au Mali. Actuellement, on a commencé, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Il y a beaucoup de passages à la télé, dans les communes, ainsi de suite. Donc, c'est pas comme les années 2000-2005. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès, mais il reste encore. Il reste le fait de prendre en charge ces mammographies de dépistage pour les femmes, les tranches d'âge concernées, parce que c'est pas toutes les femmes qu'on va faire ça aussi. Et le deuxième point, c'est notre société, notre croyance, notre culture qui fait que quand on a une maladie, surtout ce genre de maladie, on ne pense pas d'abord à aller à l'hôpital. Ou souvent, malheureusement, ça arrive que certains aillent même à l'hôpital, mais qui sont détournés ou par manque de confiance ou pour une raison X ou Y, ils vont ailleurs. Et en Bambara, le terme que j'ai dit, vous avez bien fait de demander en Bambara, le cancer, le bon. Si on traduit dans d'autres, en terre à terre, dans le terme, ça veut dire sorcellerie, maladie du mauvais œil. C'est comme si quelqu'un vous a jeté un sort. Donc, du coup, quand on pense que c'est ça, on ne vient pas vers le médecin. Le médecin n'a pas les moyens de casser un sort. On va vers d'autres praticiens et ils arrivent à des stades tardifs. Ouais. Et ils ont peur aussi, le troisième point, des coûts financiers parce que justement, docteur, n'ont pas les moyens des bilans, de la prise en charge et tout. Donc, de ce fait, ils préfèrent rester à la maison. Docteur, je crois que vous pouvez faire mon métier parce que vous venez tout de suite d'embrayer sur ma prochaine question. Le coût de traitement du cancer, est-ce qu'il est à la portée du Malien lambda? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas du tout à la portée du Malien lambda. Il n'est même pas à la portée du Malien au-dessus de la moyenne. Il n'est pas à la portée. Pour vous donner un exemple, si vous n'avez pas d'amour, si vous n'avez pas d'ONG qui vous prend en charge, qui vous aide, ou une assurance, quand on suspecte un cancer du sein chez vous, entre les bilans et le traitement, on ne vous a rien fait encore, vous devez au moins dépenser 500 000 rien que pour confirmer le cancer et confirmer s'il est limité au sein ou s'il a atteint d'autres organes du corps. Vous êtes autour de 500 000 parce qu'il vous faut faire la biopsie, c'est-à-dire on va prélever un petit morceau de l'anomalie qu'il y a dans le sein pour aller analyser afin de confirmer que c'est un cancer. Avant ça, on vous aurait fait la mammographie et l'échographie qui coûtent à peu près dans les cliniques entre 20 000 et 40 000 selon les cliniques. Vous n'en faites pas au CHU? Si, au CHU aussi c'est 20 000. Il y a pas dans tous les CHU, mais au Point G par exemple, il y en a. Il faut après faire un scanner
de tout le corps qui coûte à peu près 150 000. Il faut faire une prise de sang initialement qui est autour aussi de 100 000, 150 000. Et en fonction de tout ça, nous, on vous dira, voilà, vous avez un cancer qui est à tel stade et qui n'a pas fait d'anomalie peut-être dans le sang ou ailleurs, ou que vous n'avez pas d'autres infections qui nous empêchent de commencer directement le traitement. Par rapport à ça, on a lu ça et là, une étude de 2020, que MSF, Médecins sans frontières notamment, épaulait certaines femmes au niveau du CHU du Point G. Est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai? Non, c'est une vérité. Jusqu'à présent, MSF est là. Au départ, c'était même Point G, Gabriel Touré. Et c'était quasiment toutes les femmes atteintes de cancer du sein et du col. Mais voilà, après, au bout d'1-2 ans, ils se sont rendus compte que ça coûte beaucoup, parce que comme on l'a dit, les cancers du sein et le cancer du col de l'utérus sont les plus fréquents, les premiers cancers. Donc on a beaucoup de patients, on est autour de 3000 patients par an. Maintenant, ils ont restreint un petit peu, c'est toujours les patientes atteintes de cancer du sein et du col, mais qui sont à un stade de début, c'est-à-dire un stade localisé. Le but étant de voir s'il y a un impact sur leur subvention, parce que le but c'est de traiter des gens qui vont guérir. Donc pour les patientes qui ont un stade déjà avancé, qu'on appelle métastatique, au départ ils vont les aider avec les bilans, mais après leur traitement reste à leur charge. Ils vont les aider avec ce qu'on appelle les soins de support ou les soins palliatifs, mais ils ne vont pas s'impliquer dans les chimiothérapies ou dans la radiothérapie, les autres traitements du cancer, proprement dit. Alors, on imagine que pour vous, personnellement, ça fait des chocs psychologiques de devoir accompagner tous les jours les femmes vers la mort. Parce qu'on a lu, toujours dans nos recherches, lorsqu'on préparait cette émission, que beaucoup de femmes, à partir du moment où elles apprennent qu'elles ont le cancer du sein, ça crée un choc psychologique. Certaines sont abandonnées par leur famille. Alors, comment est-ce que vous, en tant que médecin, même si vous n'êtes pas psychologue, vous parvenez à accompagner ces dames-là? Alors, au départ, c'était très difficile, j'avoue, quand je revenais, parce que quand on fait la formation d'oncologie médicale, c'est pas au Mali, donc on a tous fait à l'étranger, où il y avait quand même assez de moyens dans les différents pays. Assez de décès. Voilà. En dehors des décès, il y a des décès, c'est pas les décès qui choquent, on était moins confrontés à ces problèmes. Je n'ai pas l'argent, ma famille m'a abandonné, je n'ai pas si, parce qu'il y a dans ces pays le plus souvent une assurance, c'est pas des particuliers ou des ONG, c'est l'État qui met en place des choses qui permettent aux patients d'être traités. Donc c'est un contexte très différent. Du coup, quand on revient au départ, même pour un médecin, c'était très dur, c'était très difficile. Il y a des jours, ma famille me demandait, ou mes cousines et tout, comment j'arrive à dormir la nuit, comment dans mon lit je fais. Je leur répondais, ça allait, mais au final, en réalité, on tient juste. Je disais aussi à des collègues que nous aussi, on a besoin d'accompagnement psychologique, parce que entendre tous les jours, voir des patients et entendre que j'ai pas les moyens de faire les bilans, j'ai pas les moyens de faire mon traitement et qu'il va aller comme ça mourir quelque part dans un coin, c'est très dur. Parce qu'on fait médecine pour sauver des vies, pas pour forcément. Mais quand on fait l'oncologie, on sait que ça va faire partie, les soins palliatifs, on sait qu'il faut avoir un mental, parce qu'à un moment ou un autre, une partie des patients vont avoir des difficultés, même s'ils ont les moyens, on sera à des stades terminaux. Donc, on se force sur le terrain, on essaie de voir la vie en rose, de voir le côté positif. Vous êtes justement en rose. Voilà, pour l'occasion. On se dit que tout n'est pas perdu, parce que même si on ne peut pas les guérir, l'accompagnement est très important. Et souvent, même après les décès, on a des retours des familles pour nous remercier, pour nous dire qu'on a été là. Ça, il ne faut pas négliger, c'est très important. Bon courage à vous, docteur. Merci beaucoup. Alors, ne vous inquiétez pas, l'émission n'est pas terminée. Alors, une question tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut éviter le cancer du sein? Alors, le cancer du sein, comme je l'ai dit, vu tout ce que je vous ai dit, on ne peut pas l'éviter à 100%, malheureusement. Parce que déjà, j'ai dit que toutes les causes ne sont pas connues. Et en plus de ça, les facteurs de risque que j'ai cités, si on prend 100 cancers, on s'est rendu compte, les études ont prouvé que seulement 40% des cancers sont évitables. Donc, ce n'est même pas la moitié. Ça veut dire que les 60 autres % vont faire les cancers, même si ils font ce qui est dit. Mais en gros, en faisant du sport, en évitant le stress,
permanent. En parlant des facteurs de risque, j'ai oublié le stress, mais le stress, la dépression, c'est très important. La preuve, souvent, on a des patientes, c'est après des décès, après des divorces, que leur cancer se déclenche et tout. Donc, si on évite le stress, si on fait une activité physique régulière, si on a un régime alimentaire correct, si on n'est pas obèse, en tout cas, on a un poids idéal, ça n'existe pas, mais il y a une tranche, un IMC. Non, peut-être pas forcément comme moi, mais bon. Faut pas être à l'autre extrême aussi. Moi, je suis de l'autre extrême, donc je suis pas, je suis peu, donc génétiquement, je suis pas censée grossir. Donc voilà. Du coup, donc si on évite tous ces facteurs ou si on fait ces choses qui sont recommandées, le sport, l'allaitement, le régime alimentaire équilibré, on a beaucoup plus de chances de ne pas faire un cancer. Mais donc, il y a les 60% restants. Rien que le vieillissement, l'exposition continue à des polluants, les familles qui ont des mutations génétiques, et ils vont quand même faire à un moment ou à un autre le cancer. Donc on ne peut pas éviter à 100%. Mais ce qui est recommandé, c'est de connaître son corps, de connaître ses seins, soi-même déjà, de faire l'autopalpation régulièrement, chaque mois. Bon, chaque matin si on est courageuse, mais sinon, une fois par mois, ce n'est pas mal. En dehors de l'autopalpation, comme j'ai dit, il faut connaître son corps et surtout ses seins. C'est un organe qui est extérieur. Si on a un compagnon aussi, lui aussi, il doit connaître notre sein. Donc, dès qu'il y a un changement, qu'elle soit cancer ou pas. Docteur, en parlant de compagnon, on lit ça et là partout, on n'écoute pas ça là partout, que le suçon du sein peut prévenir le cancer du sein. C'est une vérité ou... Ça va dans le même sens que l'allaitement. Quand l'enfant tète, il y a d'abord le mécanisme suçon, mais pour l'allaitement, il n'y a pas que, il y a des mécanismes hormonaux qui rentrent en jeu parce qu'il y a la prolactine qui va être sécrétée. Et pendant l'allaitement, c'est pourquoi les femmes qui allaitent auront des règles perturbées ou très longtemps sans avoir des menstruations. Tout simplement parce que les oestrogènes et les progestérones qui prédisposent ou bien qui sont des facteurs de risque pour le cancer sont diminués ou peu sécrétés. La prolactine protège et beaucoup sécrétée. Donc pour le compagnon qui va sucer, il y a deux choses. Quand il va palper, il verra s'il y a une anomalie. En suçant, il va déclencher ce mécanisme, pas au même rythme que l'allaitement, certes, mais ce n'est pas négligeable. Finalement, ce n'est pas un mythe. Non, ce n'est pas un mythe, mais il ne faut pas croire que les gens le transforment, de la manière dont les gens le transforment à leur faveur. Ce n'est pas forcément. Ouais. Ça ne fait pas du mal non plus. Ça, c'est aussi un anti-stress, comme je dis, quand un partenaire qui palpe ou qui suce les seins de sa conjointe ou de sa femme, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne relation entre eux et ça va. Il y a l'endorphine, il y a beaucoup d'hormones qui sont sécrétées qui vont diminuer le stress, donc c'est pas à négliger. Alors docteur, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire concernant le cancer du sein, parce que on arrive presque au thème de notre émission. Et si vous avez autre chose à dire par rapport au cancer du sein. Voilà, par rapport on a touché le côté financement et Dieu merci, aujourd'hui on a Médecins sans frontières qui fait une partie, mais c'est limité, comme je dis, à certaines patientes et c'est limité au point G. Le Mali ne se limite pas au point G, encore pas à Bamako. L'autre volet du traitement du cancer qui est la radiothérapie, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas de radiothérapie au Mali. On a eu un nouvel appareil tout flambant neuf, mais malheureusement l'appareil n'est pas fonctionnel parce qu'il y a encore des choses qui manquent et que l'État doit prendre en charge. Et moi je lance un cri de cœur, un appel à l'État. Fixez la caméra parce qui est juste là pour lancer vos parce que pour la prise en charge du cancer, une ONG ça ne peut pas reposer sur une ONG. Que ce soit le cancer du sein ou le cancer du corps, il faut que l'État s'implique, il faut les moyens, il faut un plan de lutte contre le cancer, un plan national et pourquoi pas un centre national de lutte contre le cancer.
que c'est avec l'État plus les partenaires qu'on peut y arriver, mais pas seulement un partenaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes encore, des patients qui abandonnent le traitement, des patients qui ont peur de venir à l'hôpital parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les coûts de ce traitement. La chimiothérapie, si on n'a pas de subvention, une cure de chimio, c'est plus de 100 000. Donc, il faut 6 mois, 1 an de traitement et 100 000 par mois ou toutes les 3 semaines, ce n'est pas donné à un Malien lambda. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup docteur. Avant de conclure l'émission, on va vous donner quelques minutes pour faire le condensé de tout ce qu'on venait de dire en langue locale Mamanakan pour que tous les Maliens soient au courant. Donc comment on accable le cancer, comment éviter le cancer et comment se comporter lorsqu'on a les premiers signes en langue locale quelques minutes. Ok, merci pour ça. Balma bamananya lameno oni nyanguma ni docteur Sidibé Fatoumata Matokoma yeme bara ke ponji dɔgɔtɔrɔso la bon furakɛ yɔrɔ la bon tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na an b'a fɔ kuru jugu ou bien kuru bagama n'a bɔra n'i ma taa joona n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ka sɛgɛsɛgɛ ka dɔn mun don ka furakɛ a bɛ se ka kɛ degun ye farikolo la sin bonna ma an bɛ octobre rose la o ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ka wuli ka sin bon kɛlɛ bon bɛ bɔ sin na k'o kɛlɛ donc a musaka ka ca tiɲɛ don mais n'i wulila joona n'a dɔnna joona ko bon bɛ sin na ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra i bɛ furakɛ ka ban pewu ka kɛnɛya ka sɔrɔ musaka ma ca ka sɔrɔ i ma degun kosɛbɛ mais ni bana taara ɲɛfɛ a musakaw ka ca an tɛna se k'i furakɛ ka ban bana in bɛ k'i ka sababu ye wa sababu mun don a bɛ fiɲɛ bila i ka adamadenya la parce que a ka jugu a b'i lanɔgɔ fo ka taa fɔ k'i lanɔgɔra san'a ka k'i ka sababu ye san'a ka se saya ma donc bana mun don mɔgɔ t'a kisi hali jugu ma ne b'a ɲini balimaw fɛ a ma nɔgɔn mais a y'aw yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ a y'aw sinw lajɛ kalo o kalo k'aw sinw lajɛ k'aw sinw mɔmɔ ka kamankɔrɔlaw mɔmɔ ani kankɔrɔlaw n'aw ye fɛn y'a la ko mun b'aw degun ko mun tɛ yen kɔrɔlen a ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka taa Ponji a bɛ se ka taa Gabriel Touré a bɛ se ka taa Luxembourg la walima clinique la yɔrɔ min ka nɔgɔn aw ma walasa aw ka bilasira o b'a to o ye bana kunbɛn ye an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ne b'o ɲini aw fɛ a k'o don aw ka kɛwalew la ni mun fɛnɛ si bɛ san 40 ka se san 45 ma san 2 o san 2 o bɛ se ka taa mammographie kɛ i sin na walasa ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ kansɛri in tɛ yen parce que n'a dɔnna daminɛ na bi na Médecins Sans Frontières mɔgɔw bɛ yen olu b'i dɛmɛ k'a furakɛ k'a ban pewu mais n'a sɔrɔ a taalen don ɲɛfɛ i bɛ bila i yɛrɛ ye a dun musaka ka ca a se tɛ maa caman ye o de kun don hakɛtɔ bɛ kuma kan. Merci, docteur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Revenez quand vous voulez, la porte d'Indac TV vous est grandement ouverte. Aucun souci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Et d'ici à là, n'oubliez jamais, peu importe la situation, gardez le sourire. Et quoi de mieux que de rester scotché sur Dark TV. Bonne suite de programme sur la télévision et tous les regards. Bonsoir.